Vamos Roberto, la va a poner Roberto, y está Zinedine engatilla, chuta, C'est la musique de Esprit Madridista, c'est le programme qui va bientôt aller à la CBLS pour célébrer la 34e Liga. En tout cas, on est parti pour avec cette émission, puisqu'on va revenir sur la première partie de cette reprise, toujours avec Johan des Libéraux. Salut Johan. Salut Gilles, salut tout le monde. Et aussi également avec un invité, encore une fois, qui fait partie des meubles maintenant, Jérémy, de Passion Madrid France. C'est plus un invité, clairement. Salut Jean-Christ, salut Johan, salut à tous. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver, vous. Mais disons que là, aujourd'hui, je ne suis pas forcément très heureux de parler du Real Madrid, en tout cas sur ce qui se passe sur le terrain. Et je veux qu'on revienne aujourd'hui sur les matchs qui se sont déroulés cette semaine, à savoir l'Espagnol et aussi le match contre j'ai oublié en plus. Contre Getafe, effectivement, l'équipe de la banlieue de Madrid. Voilà, on va revenir sur ces deux rencontres. Messieurs, aujourd'hui, quand on voit le Real Madrid, c'est un Real Madrid qui a un rythme de champion, qui a, on va dire, une dynamique de champion, mais est-ce que le Real joue comme un champion ? Le Real joue comme Leicester en 2016. Je m'arrête là. Leicester, c'était une surprise. Là, le Real n'est pas une surprise, Johan. Ouais, mais Leicester gagnait que des 1-0, 1-0, 1-0, des matchs sans queue ni tête. On défendait bien, on était des fois dominés. Et on arrive à marquer quand il le faut. Donc après, voilà. Bon, si certains aiment ce type de prestation de la part du Real, bon, pourquoi pas, hein. Mais moi, pour ma part, je pense que c'est bien parce qu'on est premier, on a rattrapé le Barça, on est passé devant eux, on leur a pris 6 points depuis le début de la reprise. En même temps, le Barça, si on les rattrapait pas et qu'on passait pas devant eux, ça aurait été problématique parce qu'ils sont très très mauvais. Mais on va dire qu'on va retenir, comme j'ai dit, on va retenir que les victoires, mais les prestations, disons que c'est très très moyen. Est-ce que tu comprends le parallèle entre Benzema et Jamie Vardy de Johan, Jérémy? Pas forcément. On va dire que le contrat est rempli parce que le Real, c'est 18 points sur 18 possibles. Mais après, on peut aussi rentrer dans le débat, comme il l'a dit Johan, en soutenant le sujet Leicester sur le débat style de jeu prôné par l'équipe et les résultats. Mais après, si on prend le contexte actuel, on va dire post-confinement, enchaînement des matchs tous les 3 jours, après 2 mois de compétition stoppée, et que le Real a repris 6 points sur le Barça, on peut dire, on va dire que le contrat est rempli, mais que le contexte actuel fait que les résultats, le pauvre style de jeu qui est affiché par l'équipe, on va dire, entre guillemets, est compréhensible. Même si on pourra en revenir dessus plus tard sur le style de jeu, on va dire, on peut douter du fait du jeu prôné par l'équipe, mais il ne faut pas oublier aussi que le Real est leader et que ça fait des années qu'on n'a pas gagné la Liga, donc il faut peut-être être un peu plus mesuré, on va dire. Exactement. Donc, Johan, qu'est-ce que tu penses quand justement on te dit il faut être mesuré, qu'il faut arrêter d'être pessimiste, de voir les choses en noir, parce que ça commence à revenir à chaque fois sur les réseaux sociaux. Oui, les mecs d'Esprit Madridista, on voit les choses en noir. Est-ce que les matchs se suivent et se ressemblent? On a besoin d'analyser les matchs. Là maintenant, c'est vrai qu'on est premier, on a une très grosse défense. Mais honnêtement, oui, bon, peut-être oui, sûrement qu'il faut être mesuré, je sais pas, mais de vous à moi, qui arrive à être content d'être premier dans un tel championnat, le championnat avec une concurrence qui est pourrie,
Je sais pas si vous avez regardé les matchs du Barça, mais les matchs du Barça, bon, apparemment, celui contre l'Atlético Madrid, il était pas mal, d'après ce que j'ai entendu, parce que je regarde pas vraiment les matchs du Barça. Mais non, je suis désolé. Alors oui, c'est bien, on est premier, on va peut-être gagner notre première Liga depuis 2017. Mais moi, je vous le dis, dans 3 ans, je suis gentil. Dans 2 ans, la Liga, cette Liga-là, on l'oublie de cette saison. Donc Oui. voilà. Après, non, mais on là, va se contenter. On va se contenter de ce qu'on a. On va se contenter de ce qu'on a. On est premier, c'est une bonne chose. Avec un grand mais. Bon, on va revenir sur le grand mais. Hein, ouais, Mets-toi, Gilles. Toi. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que toi, je vois que t'aimes bien être modérateur, etc. Mais moi, je veux avoir le profond de ta pensée à ce niveau-là, tu vois. Non, le profond de ma pensée. T'arrives vraiment à être heureux d'être premier aujourd'hui? Je vais vous dire un truc. Je vous promets que sur cet épisode-là, je vais donner le plus profond sens de ma pensée. On va revenir sur les matchs contre l'Espagnol, on va revenir sur les matchs contre Retafe. Et dans ce que j'ai vu de ces rencontres-là, je vais vous expliquer pourquoi je suis mitigé par rapport à ça. Et mitigé, c'est un grand mot. Mais voilà, revenons sur ce qui s'est passé dimanche. Dimanche à l'Espagnol, c'est une équipe qui a perdu son entraîneur, qui a été limogé quelques heures avant la rencontre et qui se cherchait. Et pourtant, on a vu une équipe qui a mis un petit peu en difficulté le Real, qui a mis Courtois à contribution. Jérémy, quand on a vu un petit peu cette rencontre où le Real s'est fait un peu bouger, un petit peu comme ce qui se faisait d'habitude. Comment on arrive justement à être devant au score et à mettre encore l'adversaire derrière nous alors qu'on est, on va dire, un peu chancelant dans le jeu? On va dire que, là, pour en revenir sur la prestation un peu de l'Espagnol, il y a aussi la réaction du changement d'entraîneur. On sait très bien que quand une équipe change d'entraîneur, tout de suite il y a une réaction au match suivant, mais après le Real Madrid, on va dire, on est sorti après avoir été dominé grâce à l'expérience de ses joueurs. On peut aussi souligner le fait que le Real Madrid, depuis la reprise, est très létal, fait la différence sur très peu d'occasions qu'il a au cours du match. Donc c'est ça qui permet finalement de remporter ces matchs. Mais à l'inverse, si le Real n'avait pas aussi une grosse défense, le Real aurait été dominé et sur le terrain et au tableau d'affichage par l'Espagnol. Donc il faut aussi souligner le travail défensif et offensif de l'équipe en termes de réalisme, pas en termes de jeu proposé, mais on va dire en termes de réalisme. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que les cadres, tant derrière et que devant, répondent présents depuis la reprise, en tout cas, de la Liga. De la Liga. Et donc, du coup, ce Real italien, voilà, donc dans la mentalité, normalement, Johan, toi qui apprécies la Juve, par exemple, c'est quelque chose qui doit te plaire quelque part, tu vois? Alors, déjà, je rectifie. Moi, c'est Parme, mon équipe en Italie, pour commencer. Mais oui, non, quand on est le Real Madrid, je te promets, je n'arrive pas à me contenter d'une victoire à l'italienne, comme on peut le dire. Et en plus, je me rappelle, dans l'un des derniers épisodes d'Esprit Madridista, j'avais dit que Zidane, justement, allait mettre en œuvre un petit peu sa culture italienne, un petit peu du résultat. Et c'est le cas, c'est ce qui est en train de se passer en fait. Donc je pense qu'en Italie, on serait très content, ça nous dérangerait pas du tout d'avoir un Real qui joue comme ça et qui gagne tous les matchs. Mais comme je vous l'ai dit, on a été habitué à beaucoup mieux. Après oui, alors le contexte justement diffère dans le sens où il y a eu ce confinement, il y a eu une reprise, mais c'est vrai qu'on peut dire que c'est une circonstance atténuante. Mais se mettre en difficulté contre des équipes comme l'Espagnol Barcelone, qui est, si je ne me trompe pas, est dernière du classement, non. Je ne peux pas l'admettre en tout cas. Je ne peux pas l'admettre. En plus, avec le système des 5 changements, la profondeur de banc que l'on a, se mettre autant en difficulté contre l'Espagnol Barcelone, sachant que l'Espagnol Barcelone a les mêmes problèmes physiques que nous, on va dire ça comme ça. Non, je suis désolé, on ne peut pas se contenter de ça. Alors, on gagne, c'est une bonne chose, ça, il n'y a pas de problème. Mais se contenter que de la victoire quand tu es le Real Madrid et quand tu joues contre le dernier du classement, je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose d'assez réjouissant. Mais bon. Mais quand je regarde tout ça, moi je me dis que voilà, il y a une victoire qui se joue, on va dire, un petit peu à l'italienne, avec le réalisme, Zidane, l'expérience de la Juve, etc.
et aussi la réaction qu'il y a sur les réseaux sociaux, parce que le but ne vient pas d'une action un peu pourrie, c'est quand même Oui, bien sûr. une inspiration géniale, notamment de Karim Benzema, et avec aussi un dépassement de fonction de Casemiro qui a montré dans les écoles de foot, notamment qu'on est milieu de terrain. Quand on voit ça, je me dis, par exemple, Jérémy, que est-ce que maintenant les Espagnols et les supporters du Real, quels qu'ils soient dans le monde, maintenant arrivent à apprécier ce jeu, on va dire, avec le culte du résultat, et maintenant n'ont plus envie de ce panache, de ce qui a fait notre histoire. Donc du coup, est-ce qu'on peut mettre ça de côté parce qu'on a les 3 points ? Non, je pense pas. On peut le voir sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page lors des live tweets, c'est que les supporters, les madridistas, sont assez mécontents du jeu proposé par l'équipe. Une certaine partie va être forcément contente parce que le Real Madrid est leader, mais par rapport à l'histoire du club, comme tu l'as répété, Gilles Christ, et par rapport au style de jeu que doit imposer le Real Madrid, les supporters, les madridistas, sont forcément mécontents de ce qui est affiché. Après, on pourra mettre en avant le titre remporté, remplir l'armoire à trophées, mais on a le droit, comme l'a dit Johan, on a le droit d'être en désaccord avec le jeu proposé par Zidane. Vas-y, Johan, je pense que tu avais un truc à dire d'assez pertinent. Parce que Jérémy a le titre que l'on va remporter si on le remporte. Hein. Attention. Parce que moi, tant que mathématiquement parlant, là pour le coup, je vais faire parler un petit peu mon goût pour le football italien. Tant que mathématiquement rien n'est fait, pour moi, on n'est pas champion. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Honnêtement, on ne sait pas ce qui peut se passer. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, moi, ce qui me fait dire ça, c'est comme j'ai dit, on a joué contre le dernier, mais on n'a pas été serein. Donc, pour le coup, j'arrive pas à me dire qu'on va forcément gagner le championnat. Alors oui, on a 4 points d'avance, mais il suffit qu'on fasse 2 contre-performances et c'est foutu. Donc, regarde, Johan, Zidane, il pense comme toi. Ouais. Franchement, mais de but en blanc. Tant que c'est pas fait, il faut qu'on continue. Il faut que physiquement l'équipe tourne bien, que les joueurs prennent le rythme, etc. Mais du coup, si on est sur la même longueur d'onde qu'il y a les résultats, effectivement. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose là qui vraiment me pèse vraiment par rapport à tout ça. Ouais, moi, je vous le dis, j'ai l'impression, quand j'ai vu le match contre l'Espagnol, que j'ai vu l'action sur Benzema et la réaction qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, notamment de Madrilène, de par le monde, non, mais c'est pas que ça me dégoûte. Moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est que maintenant, on peut analyser un match sur une action de Karim Benzema. C'est trop ça. Et que maintenant, on peut regarder les matchs en regardant les résumés sur Snapchat, sur TikTok, et que maintenant, les matchs que par exemple, sur Beansport, qu'on essaie de regarder sur 90 minutes, on n'a plus besoin de les regarder parce que... Il n'y a plus besoin. Parce qu'il n'y a plus besoin de les analyser, parce que Zidane gagne. Si tu dis qu'il joue mal, on va te dire, mais attends, le mec, il gagne. Donc, du coup... Malheureusement, c'est la culture du résultat. En fait, il y a culture du résultat et culture du résultat. Je pense que nous, ce qu'on a en France, la culture du résultat qu'on a en France, c'est une culture qui est bête. Une culture bête du résultat. Contrairement à ce qu'il peut y avoir en Italie, etc. Parce que je pense que dans un pays... Déjà, dans un pays comme l'Italie, je pense qu'il y a cette... L'Italie a gagné. En fait, les clubs italiens ont tellement gagné en termes de trophées qu'ils peuvent se contenter de ça, en fait. Parce que eux, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans leur culture. La culture du catenaccio, etc. Mais l'Italie, en France, on a zéro culture. Oui, c'est le passé. C'est vrai, c'est le passé. Aujourd'hui, on voit. Les Italiens aujourd'hui, on voit. Ils sont à la ramasse. Bien sûr. Aujourd'hui, on voit d'ailleurs même en la section italienne, Roberto Mancini, il essaye justement d'imprimer une certaine volonté de jouer un football offensif qui les dénature totalement. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais comme je l'ai dit, en France, le problème qu'on a, c'est qu'on a cette culture de l'instant, en fait. On a cette culture de l'instant. Aujourd'hui, comme tu as dit, une passe décisive de Benzema en talonnade remet tout en cause, en fait. Ça remet tout en question. Ça remet tout en question dans le sens où tout le monde oublie que le Real a été mauvais contre le dernier du classement, etc. Et ça, c'est regrettable. D'autant plus qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, on n'a même plus besoin de regarder les matchs. On regarde seulement les résumés. Et ce qui est dommage, c'est que même sur ces résumés-là, dans certains résumés que nous offrent certaines chaînes que je ne citerai pas ici, on a l'impression que le Real a dominé tout le match. Or que non. C'est ça qui est regrettable, en fait. Je trouve qu'il n'y a aucune objectivité, notamment dans les résumés que nous offrent certaines chaînes, en fait. Et c'est ça qui est regrettable. Non, et justement, c'est ça. Et ça trompe tout le monde, en fait. C'est ça le problème, c'est que ça trompe tout le monde. Et vous passez pour des ringards quand vous avez un esprit un peu plus objectif. Et c'est ça, c'est dommage.
Ah, mais bon, l'esprit ringard, je pense que quand on voit comment Ramos a joué, comment Modric joue et comment Marcelo joue ces derniers temps, je pense que par rapport à ton avis, Johan, on Oh, peut mais te moi, ça regarder y avec les est. grands yeux, hein. Moi, ça y est, moi, je suis Pierre Ménès, hein, c'est officiel. Hein. Mais voilà, mais moi je préfère la mesure et on va dire la hauteur de vue de Jérémy, notamment sur le match contre Retafe. Ben, j'allais dire que c'est quasiment la même chose, même si je pense que l'équipe de Retafe a présenté une opposition qui était beaucoup plus intéressante que celle de l'Espagnol ce jeudi. Euh, Jérémy, donc, que penses-tu de la prestation déjà du Real et aussi de la prestation de Retafe hier, enfin ce jeudi par rapport à ce match? Bah, moi, je dirais que la prestation d'hier soir du Real ça a été catastrophique par rapport déjà au niveau affiché contre l'Espagnol. On va dire c'est en déclin. Donc, que ce soit en termes d'occasion ou de jeu proposé, et il faut aussi, comme tu as dit, souligner l'autre confrontation qu'il y avait en face du Real Madrid, donc Retafe, qui est une équipe qui pratique un jeu. Voilà, c'est pas un jeu qu'on a l'habitude de voir en Espagne, hormis l'Atlético. C'est une équipe qui a un jeu frustrant, qui va te presser très haut, chercher à te faire perdre le ballon, à faire beaucoup de fautes. Et pour s'en sortir face à ce genre d'équipe, il faut avoir un jeu léché, pouvoir sortir du premier rideau défensif. Et Real n'y est pas parvenu, donc c'est ça qui, après, ça faisait le jeu de Retafe. Ils ont eu plus d'occasions. Et là, on a vu clairement les limites techniques, entre guillemets, pour sortir, pour les premières sorties de balles. Et c'est ce qui a fait que le Real Madrid n'est pas passé loin d'une contre-performance, quoi. Oui, effectivement, moi je le dis, hein, même si Retafe est une équipe qui est redoutable, c'est une équipe, si par exemple elle jouait devant chez moi, je fermerais les rideaux pour éviter de les regarder. Mais pourtant, c'est une équipe qui ressemble d'une certaine manière quand même à celle du Real dans la façon de faire, même si c'est vrai que là, Jérémy le disait que c'est une équipe qui a des caractéristiques qui sont assez similaires à celles de l'Atlético. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas cette culture de la relance courte. Hein, j'ai vu voir des longs ballons de Djene. Djene que j'aime beaucoup. C'est pas parce qu'il est en même temps. Hein. Ah, bon, mais c'est un très bon. C'est un très très bon défenseur. Blague à part, très bon défenseur. Très bon défenseur, et c'est vrai que mon nationalité d'origine n'a pas de lien avec ma sympathie pour ce joueur. Cucurella aussi, c'est pas mal. Cucurella, là. Ouais, l'ancien Barcelonais. L'ancien Barcelonais. Mais voilà, donc quand on voit par exemple nous ce qu'on a proposé, par exemple là, il faut qu'on revienne sur de la tactique, parce que voilà, on est quand même des fans de jeu et il faut qu'on s'explique par rapport à ça. Le Real est revenu sur une composition, disons en losange, hein, avec nos trois milieux titulaires que sont Casemiro, Kroos et Modric, avec Isco qui était censé être placé derrière l'attaquant, et qui est Karim, et avec Vinicius qui est un peu excentré sur le côté, qui a été inexistant et qui a été beaucoup moins en vue que lors des matchs précédents. Sur ce match-là, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Par exemple, on n'a pas su exploiter la vitesse de Vinicius, qu'on n'a pas su trouver Karim, qu'on n'a pas su faire jouer Isco. Est-ce que vous avez peut-être une explication par rapport à ça, par rapport à comment s'est passé le match? Bah, moi, je pense que du fait que Retafe, comme on l'a dit, hein, Retafe, c'est une équipe qui est difficile à jouer quand tu as vraiment ces caractéristiques techniques, un jeu offensif, etc. Retafe, c'est vraiment une équipe qui est très, très difficile à jouer. Équipe très dure sur l'homme, le 4-4-2 qui est quasiment inamovible, c'est vraiment très difficile de jouer contre. Enfin, je sais plus, c'est un 4-4-2, mais en tout cas, je sais que leur latéral gauche joue milieu gauche, ça c'est une certitude. Donc c'est vraiment une équipe qui est difficile à jouer, Retafe. Après, moi, je m'étais pas vraiment fait d'illusions sur Retafe, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui est très difficile à jouer. C'est vraiment une équipe difficile à prendre à défaut. Comme je vous l'ai dit précédemment, moi j'avais regardé le match de l'Ajax, la confrontation aller-retour contre l'Ajax en Ligue Europa. L'Ajax aussi n'y arrivait pas. Donc, et malheureusement pour moi, l'Ajax aujourd'hui joue un meilleur football que la Madrid. Mais bon, ça c'est une autre question. Et c'est pas une équipe qui gagne. Oui, c'est ça. Oui, on va dire ça comme ça. Voilà, tu vois, je sais que l'Ajax a gagné le championnat. L'Ajax a gagné le championnat cette année. Mais l'Ajax n'est plus en course en Coupe d'Europe. Oui, c'est vrai. Voilà, donc il faut justement dire que l'adversaire n'était pas mal. Donc du coup, c'est vrai que l'adversaire était difficile à jouer. Et puis quand vous regardez le classement, Retafe est très, très bien classé. Hein. Et c'est la deuxième saison de suite où Retafe fait une très bonne saison.
Effectivement, ils sont encore dans la course pour les compétitions européennes. Non, ça, il ne faut pas vraiment leur enlever le mérite. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire, quoi. Voilà, donc c'est bien aussi de parler aussi en bien de l'adversaire. Et comme d'habitude, encore une fois, la lumière vient du capitaine Jérémy Sergio Ramos. 9 buts cette saison en Liga. C'est difficile de faire mieux en ce moment en tant que défenseur-buteur. Ah bah oui, clairement. Puis même, depuis la reprise de la Liga, c'est le meilleur buteur du championnat depuis la reprise. Donc oui, il a encore répondu présent, mais il faut clairement aussi mettre en lumière le mouvement côté droit entre Carvajal et Benzema, qui, avec Benzema, par sa passe, a éliminé, il me semble, trois joueurs. Encore une fois. C'est ce qui a permis après d'avoir de Carvajal pour pouvoir déborder sur le côté droit et provoquer la faute dans la surface. Mais oui, après, c'est encore une fois les cadres, on va dire, que ce soit Benzema, Casemiro, Ramos. Et là, encore une fois, c'était Ramos qui a répondu présent, qui nous a sorti de ce piège. Mais oui, on va souligner ça, quoi. On ne peut pas souligner autre chose vu la performance du Real Madrid hier soir. Ah oui, voilà, la seule chose qu'on peut souligner, c'est le penalty quand même, le penalty qui arrive dans le dernier quart d'heure, à un moment crucial de la rencontre, et ça c'est parce que Retafe n'a pas su réagir, et le Real qui malgré tout n'a pas été serein sur les dernières minutes, c'était un petit peu du hurrah football, même dans les transmissions, et voilà, donc ça a été toujours les mêmes soucis, les mêmes problèmes, mais à la fin, 3 points. De nouveau, 18 sur 18, 6 sur 6. On va faire tous les multiples de 3 si vous voulez. Mais voilà, ça fait que là, le Real Madrid se rapproche maintenant à peu près. Maintenant, il reste à peu près 11. 5 journées, non ? C'est ça, il reste 5 journées et maintenant 11 points à prendre au maximum pour gagner enfin, quand je dis 11 points au maximum pour gagner la Liga. Oui, bien sûr. On a notre destin entre les mains. Et maintenant, on va revenir sur le cœur du problème. C'est que cette balle de break que l'on a fait, que l'on a maintenant dans les mains, est-ce que elle est du fait du Real Madrid ou elle est du fait de nos adversaires dans cette Liga 2019-2020 ? Jérémy, t'en penses quoi ? Moi, je dirais que c'est un peu des deux, dans le sens où c'est à cause des adversaires aussi. Quand on voit par exemple que l'Atlético a fait 14 matchs nuls, le Séville 12 matchs nuls, le Barcelone 8 et puis le Real Madrid 8 et Barcelone 7, on voit que c'est très serré, mais on voit aussi que c'est grâce aux mauvais résultats des autres équipes que le Real Madrid parvient à être leader. Après, il faut aussi souligner. 14 matchs nuls par l'Atlético, c'est incroyable. Ouais. Non mais troisième. Mais ils ont fait un très mauvais début de saison et après bon là ça va un peu mieux depuis la reprise, mais ils ont fait un très très mauvais début de saison et ils ont je sais plus combien ils avaient de points de retard, mais là ils reviennent petit à petit. Bon, ils sont toujours à 11 points de Barcelone, mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'après le Real Madrid a eu du mal à saisir les opportunités laissées par le Barcelone tout au long de la saison. C'est vrai. Mais a su cette fois-ci après la reprise en profiter. C'est pas pour rien qu'ils ont repris 6 points au Barça en espace de 6 journées. C'est aussi grâce à ses performances au Real Madrid, mais grâce aussi aux mauvaises performances des autres équipes, et notamment du Barça. Du Barça, mais franchement, quand on regarde le Barça en ce moment, c'est vrai qu'ils ont en tant qu'entraîneur quelqu'un qui, on va dire, qui prenait le beau jeu du côté du Betis. Bon, après, qui n'a pas forcément un CV reluisant parce qu'il a ni l'expérience de joueur du Barça et ni même le palmarès qui peut légitimer le charisme aussi. Son parcours. Voilà, donc du coup, on sent que le vestiaire du Barça semble divisé. On va parler un petit peu des adversaires parce que, en fait, il faut qu'on comprenne pourquoi, quand on estime le Real moyen dans le jeu, pourquoi il est quand même plus fort que les autres. Et là, par rapport à ça, je pense qu'on a un vrai cas d'école avec le FC Barcelone, notamment le FC Barcelone qui était leader avant la reprise et qui maintenant finit sur les rotules, Johan. Mais tu te rends compte, Gilles, de la question là que tu as posée, tu te dis, tu as bien demandé pourquoi un Real moyen pourquoi un Real si moyen est le meilleur de la Liga. Mais ça veut tout dire. Cette question-là, elle veut tout dire. Parce que, comme j'ai dit, on va pas refaire des caisses sur le niveau de jeu qui est affiché par le Real. Mais quand tu vois que le Real et le Barcelone, appelons un chat, ce sont les deux Real et Barcelone les plus nuls de ces 10 dernières années, honnêtement.
depuis 2010, entre 2010 et 2020, je pense qu'aucune de ces deux équipes n'ont atteint un niveau de jeu aussi faible. Moi je suis pas forcément très d'accord, puisque je pense que le Real de 2015-2016 avec Benitez n'était pas génial, mais je pense que c'est rare. Ce qu'il faut souligner, c'est que les deux équipes sont nulles en même temps. En même temps, ouais, c'est ça. En fait, c'est moi qui j'ai mal tourné ma phrase. J'ai mal tourné ma phrase. C'est vrai que voilà, ces deux équipes c'est la première fois, voilà, depuis je ne sais combien d'années, on va dire depuis 2002. Non, 2002, on gagne la Ligue des Champions. On va dire 2004, le Real ne fait pas une bonne saison, le Barça ne fait pas une énorme saison. On va dire depuis 2004, c'est la première fois que les deux équipes n'ont pas un niveau qui est extraordinaire. Et ça, c'est l'une ou l'autre. Hein. Ça, c'est grave. C'est très, très grave. C'est très, très grave. Vous vous rendez compte qu'il y a une différence de 11 points entre le Barça et l'Atlético Madrid. Sachant que le Barça n'est pas bon du tout cette saison. Alors qu'ils vont assurer leur place pour la Champions League et qui peut encore être en lutte pour bien terminer la saison puisqu'il reste encore 5 matchs. Et là, je demande à ceux qui nous disent oui, regarde la Liga, c'est le meilleur championnat du monde, regarde, il y a tant d'équipes qui gagnent la Ligue Europa, etc. Là, qu'est-ce qu'ils peuvent me dire à ce niveau-là là Et le pire, c'est que le Barça, je suis désolé, mais le Barça est mauvais depuis, pas que depuis cette année, le Barça est mauvais depuis un bon petit moment. Et je sais pas. Honnêtement, ceux qui nous décrivent et qui nous vendent la Liga comme étant le meilleur championnat du monde, etc. Non, je suis désolé. Vraiment, le niveau est vraiment nul en fait. Le niveau est vraiment nul et ça montre aussi le niveau du football actuel qui est nul aussi. C'est pour ça que vous deviez écouter tous les libéraux. Voilà, ça c'est pour les nostalgiques qui peuvent nous suivre et qui peuvent écouter à peu près 100 épisodes des libéraux qui revient sur le football de notre enfance. Mais là n'est pas la question. Jérémy, le tableau est encore noir hein, du côté de Yohan. Je pense que vous allez vous habituer avec lui dans ce podcast. Jérémy, il faut sauver les meubles ou sinon voilà, qu'est-ce qui peut sauver cette Liga pour dire que tiens, elle est quand même un peu attractive et peut-être que les arguments ils sont aussi avec notre Real. Non mais Yohan il dit que c'est en termes de points c'est un peu catastrophique par rapport aux autres années, mais finalement si on fait le compte et que le Real gagne tous ses derniers matchs, le Real pourrait être champion si ça continue comme ça. Avec 85 points, ce qui est à peu près la moyenne des champions en Espagne sur ces dernières années, hormis les deux dernières saisons. Donc c'est relativement correct, on va dire, finalement. Mais et après, ce qui est aussi à souligner, ce qu'on peut dire aussi au Real Madrid, c'est que le Real Madrid n'est pas là où le Barça est totalement dépendant de Messi. Le Real Madrid est dépendant d'un collectif. Quand on voit que le deuxième meilleur buteur est un défenseur central, qu'on voit que les milieux ont atteint pratiquement leur record en termes de buts cette saison, c'est qu'on voit que le danger, si on peut mettre quelque chose de positif, c'est que le danger peut venir à peu près de partout du Real Madrid. Ça peut être un défaut, mais ça peut être aussi une qualité. Donc, mais Jérémy, tu te rends compte que le deuxième meilleur buteur du club, c'est un défenseur central. Non, mais on peut dire ça que ça peut être un défaut. Comme là tu dis, on peut dire aussi que c'est également un point positif dans le sens où c'est pas toujours les mêmes buteurs. Après, c'est en termes de jeu offensif et d'apport des autres joueurs offensifs. Non, moi je veux vous dire quelque chose qui est très net et qui est très concret. C'est que maintenant, moi je m'amuse à faire autre chose en regardant les matchs. Mais c'est vrai, par exemple, là, la dernière fois, j'ai regardé Secret d'Histoire en regardant le match du Real. Donc, tu vois, j'avais une analyse sur Charles de Gaulle en même temps que je regardais, par exemple, un débordement de Vinicius qui partait en touche. Bon, c'est intéressant, il n'y a pas de souci. Mais voilà, quand je reviens sur le championnat, c'est vrai que la lecture des matchs, voilà, là, j'ai envie de revenir sur du football, la lecture des matchs, elle est simple en fait. Donc c'est-à-dire que j'ai pas forcément besoin d'avoir un œil attentif et d'être concentré comme j'ai pu être concentré à l'époque du Real de Mourinho, à l'époque du Real d'Ancelotti, à l'époque de Zidane premier, avec notamment la saison 2016-2017. J'ai pas besoin d'être aussi concentré pour savoir quelles sont les intentions de jeu, quelles sont les variations qu'il peut y avoir dans l'équipe avec Cristiano, sans Cristiano, voir dans quelle mesure on voit de la performance autour du terrain, de la rivalité, comment les MSN se comportent, comment les milieux, les Rakitic se comportent, comment aussi l'Atlético se comporte, Séville pour la gratter, le Betis.
Retafe qui est toujours dans le coup, l'Athletic Villarreal. Bilbao qui crée des mauvais tours, Villarreal également. Voilà, on a une impression que que le top 10 espagnol est en train de s'affaisser. Moi, je pense que je l'ai dit sur les réseaux sociaux, c'est depuis que Neymar est parti qu'il y a eu quelque chose qui a été cassé. Regardez la saison qu'on a faite, le Real, alors que le Barça n'était pas super à cette époque-là. Et heureusement que Messi est Messi pour que le Barça soit champion. Mais sinon, le Real a présenté un effectif pitoyable sur cette 2017-2018. Ah oui, bah oui. Et après ça a continué. Cristiano est parti. On était en train de chercher notre buteur. Et ben on a encore eu du mal. On a galéré pour le trouver avant que Karim prenne ses responsabilités et qu'il y ait des joueurs qui suivent derrière, puisqu'on maintenant on a 20 buteurs différents dans l'équipe. Mais aujourd'hui, quand on regarde la Liga, c'est vrai qu'on s'amuse moins que quand on regardait la Sexy Liga où il y avait Guardiola, il y avait Bielsa, il y avait Mourinho, il y avait Simeone, etc. Voilà, c'est le aussi, il y avait Pochettino aussi à l'époque. Pochettino, bien sûr. Mais regarde, maintenant, aujourd'hui, le plaisir que l'on prend à regarder les rencontres, c'est surtout pour voir les mouvements de Karim Benzema, etc. Mais ce sont des mouvements qui sont beaucoup trop rares. Donc, je sais pas, Jérémy, quand on voit cela, moi, la seule chose en fait qui me satisfait en ce moment, c'est le comportement de Thibaut Courtois. On a parlé de lui en parlant de crise d'anxiété dans la presse espagnole pour dire pourquoi il a raté son match contre Bruges. Il a répondu de la meilleure des manières et de la meilleure des façons qui soit, en tenant son rang. Et je pense que c'est le seul joueur en ce moment qui peut mériter sa place de meilleur joueur de la saison, sur toute la saison dans sa globalité. T'en penses quoi, Jérémy, de ça ? Ah bah non, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où il a su répondre aux critiques du début de saison. Il faut aussi voir que Thibaut Courtois, c'est 16 clean sheets cette saison, c'est le meilleur gardien du top 5 européen dans ce domaine. Il est en route pour le trophée Zamora du meilleur gardien de Liga. Donc oui, c'est à l'image de Benzema devant. Thibaut Courtois, c'est la réponse derrière en termes de solidité, à l'efficacité et le talent de Benzema. Donc c'est, on va dire, les cadres de chaque côté répondent présents, en plus de Sergio Ramos et de certains milieux de terrain, notamment Casemiro. Donc oui, c'est là où le Real peut dire on pêche offensivement, il est efficace défensivement, en tout cas solide, et c'est ce que voulait prôner Zidane, mettre en place Zidane depuis le départ, notamment de Cristiano. Ah oui, et on voit qu'il essaie de mettre quelque chose, mais il n'arrive toujours pas à trouver des adjudants, des lieutenants à Karim. Il n'arrive pas encore à trouver aussi des partenaires, on va dire, fiables de défense, notamment à Sergio Ramos, puisque là, Varane, par exemple, a encore eu une petite faiblesse physique sur le match contre Retafe. On a fait entrer Eder Militao, que je n'ai pas trouvé très mauvais en plus aujourd'hui. Bon, c'est vrai que là, Johan aussi a certains greffes contre ce défenseur, mais il n'a pas été trop mauvais. Effectivement. Non, pas greffe, mais j'ai des réserves. J'ai mis beaucoup de réserves sur ce défenseur. Mais par exemple, la défense, c'est pas que Courtois. Donc c'est ça en fait qui est paradoxal. C'est vrai que Ramos, là, on est en train de parler, est-ce que c'est le meilleur défenseur du monde parce qu'il est en train de marquer des buts? Mais pour qu'on juge un meilleur défenseur du monde, c'est aussi la capacité à ne pas prendre de 2 buts. Et là, on n'a pris que 2 buts en 6 matchs. Quand même, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et c'est une prestation défensive d'ensemble qui est assez intéressante et qu'il faut saluer quand même. Oui, mais Militao ne présente aucune garantie dans ses prestations défensives qui ont été solides. Je suis désolé. Peut-être qu'il n'a pas été mauvais contre Retafe, certes, mais non. On est peut-être la meilleure défense de Liga, je crois, cette saison. Mais non. On fait partie des meilleures défenses d'Europe, hein, quand même. D'accord, mais Militao, je suis désolé. Les matchs de Real que j'ai vus cette saison, notamment celui à Majorque, où il m'a rendu complètement malade. Non, je suis désolé, Eder Militao. Pour moi, bon, après, peut-être que, on attendra peut-être la saison prochaine, parce que là, c'est sa première saison, c'est peut-être une saison c'est pas évident non plus d'arriver au Real, être défenseur, d'autant plus qu'il est jeune, Eder Militao. Mais attendons de voir la saison prochaine. Mais pour le moment, il n'y a aucune satisfaction le concernant. D'accord, donc on va revenir peut-être sur ça.
toute façon, moi, on va vous dire la vérité par rapport à la préparation des épisodes. Je pense qu'il y aura un épisode spécial en fonction de la fin du championnat, en espérant que nous soyons champions pour qu'on puisse faire un très grand épisode sur la 34e du Real Madrid. Voilà, maintenant pour on va dire finir progressivement sur cette partie du podcast avant d'arriver sur la fin, j'ai parlé de balle de break en Liga, 4 points d'avance avec la différence de but particulière sur le Barça, ça fait presque 5 points d'avance. Ça va être difficile de venir chercher le Real et de le faire tomber, Jérémy. Difficile, oui, s'il continue sur sa lancée, on va dire. Mais attendons de voir avant de créer victoire, parce qu'il y a un déplacement difficile à Bilbao ce week-end, avec seulement 62 heures de repos, face à un adversaire qui est invaincu, je crois, depuis la reprise, 5 victoires à nul. Mais là, effectivement, là, ce ne sera pas la même limonade que nos adversaires précédents. Et après, il y a ce match-là. Il y a également après le match contre Villarreal, qui est très bien revenu depuis la reprise, il me semble. Ouais. Et c'est ces deux matchs-là qui vont permettre notamment avec la victoire, si Real l'emporte ce week-end, il restera 4 matchs avec 4 points d'avance. Normalement 4 points d'avance, à moins que le Barça fasse un faux pas contre Villarreal. Mais après. C'est largement possible en plus. Oui, ce qui est possible. Donc après, avec 4 points d'avance à 15 journées de la fin, le Real Madrid peut avoir toutes ses chances pour remporter la Liga, mais comme l'a dit Johan, tant que mathématiquement c'est pas fait, on va pas crier victoire trop vite. On va pas crier victoire trop vite, mais voilà, je pense que sur le prochain podcast, ce sera beaucoup plus clair et on pourra mettre en place les dispositifs spéciaux. Et je vous promets qu'avec Esprit Madridista, on va essayer de mettre en place des choses qui vont être assez sympas pour célébrer une nouvelle Liga si elle doit être à l'ordre du jour lors du prochain numéro ou sur le surprochain. Voilà, donc les amis, j'aimerais que l'on revienne sur 2 faits d'actualité qui ont lieu cette semaine, parce que la vie du club, c'est aussi la vie du club en dehors des terrains, et aussi sur les transferts, puisque là, on a une première nouvelle, je pense, sur laquelle chacun a son opinion. Je vais vous demander votre avis sur le transfert de Achraf Hakimi du Real vers l'Inter Milan pour un contrat de 5 ans jusqu'en 2025. Ouais. C'est une erreur de l'avoir laissé partir en Italie, et surtout pour un prix qui semble quand même assez attractif pour le joueur qu'il est. Moi, à titre personnel, j'en veux moins au Real qu'à Achraf Hakimi lui-même, parce que il paraît que lui avait eu ce desiderata d'avoir des garanties pour une éventuelle place de titulaire en tant qu'arrière droit, ce qui est logique, mais je pense que quand tu vois l'âge qu'il a et l'avenir qu'il a devant lui, je pense que c'est à lui de venir la chercher, cette place de titulaire. À titre d'exemple, moi qui le décris souvent, je suis désolé, mais Karim Benzema à ce niveau-là est le meilleur exemple. Karim Benzema n'a pas été titulaire dès son arrivée au Real Madrid, il est arrivé jeune au Real Madrid et il a pris cette place au fur et à mesure du temps. Donc je pense et d'autant plus que Carvajal n'est pas non plus le meilleur Carvajal qu'on a connu ces dernières années. Donc moi je pense que Hakimi, je lui en veux un petit peu quand même d'avoir choisi la facilité. Donc après, bon vent à lui. Je sais pas s'il y a une option de rachat à ce niveau-là, mais bon. Je pense que Jérémy, il y a une clause de priorité. Il y a une priorité que le Real peut activer en cas d'offre similaire à un club concurrent. Ouais, c'est ton avis. D'accord. Ton avis sur la question, Jérémy, sur Achraf, son départ. Son départ, c'est un peu une déception, mais d'un autre côté, après, on peut comprendre aussi son point de vue, dans le sens où il était titulaire indiscutable à Dortmund. Il a réclamé, donc, comme a dit Johan, un temps de jeu conséquent, notamment en étant titulaire au Real Madrid. Après, est-ce que le Real Madrid, ou même un club, veut conserver un joueur qui ne souhaite pas être sur le banc? Je pense pas. Après, il faut aussi mentionner le fait que Achraf Hakimi est plus à l'aise dans un 3-5-2 que dans un 4-3-3 que met en place le Real Madrid. Donc, s'il serait revenu dans une défense à 4, Achraf Hakimi, défensivement, il est moins bon que Carvajal. Est-ce qu'il aurait été à l'aise dans le style de jeu du Real Madrid? Je ne sais pas.
Après, je pense que normalement, dans 2-3 ans, il va revenir au Real Madrid quand Carvajal sera sur sa fin. Mais je pense qu'il a un peu déçu, mais je pense qu'il a quand même fait pour lui le bon choix de rejoindre Conte qui a un style de jeu qui lui convient parfaitement. Donc après, à voir. Après, en termes de prix, oui, que 40 millions d'euros, c'est dérisoire. Et maintenant, on va récupérer Odriozola. Espérons qu'il va faire une meilleure saison que cette année. Odriozola qui va revenir du Bayern. Ouais. Voilà, donc là, on sera aussi au taquet par rapport à ça et je pense qu'on reviendra aussi dans un épisode sur nos jeunes joueurs qui sont un peu partout dans le monde et je sais que c'est un épisode qui est assez demandé sur les réseaux sociaux. On pensera justement à évoquer tout ça. Et moi, je voulais revenir aussi sur quelque chose sur cette semaine qui est devenue officielle ce 1er juillet. C'est l'officialisation de la fusion entre le Real Madrid et le Deportivo Tacón. Mais c'est pour le football féminin, puisque maintenant le Real Madrid, après avoir attendu quand même, je ne sais pas combien, ouais, c'est ça, 118 ans d'existence, a décidé d'avoir une équipe féminine, alors que le Barça avait son équipe, l'Atlético avait son équipe, le Rayo Vallecano avait son équipe aussi. Maintenant, le Real aura son équipe féminine. Messieurs, est-ce que ça vous évoque quelque chose? En plus, on parle justement donc de joueuses quand même qui sont assez remarquables comme Kosovare, Asilani. Un avis sur la question et qu'est-ce que ça va apporter au Real Madrid et aussi au football espagnol le fait que le Real se place sur le football féminin? Alors, moi, je prends la parole. Alors, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Il y a un moment de flottement. non, mais je croyais que Yohan allait prendre la parole, mais non. Il est endormi, Yohan. Ouais. Non, mais c'est une très bonne nouvelle. C'était un des seuls grands clubs européens qui n'avait pas encore d'équipe féminine. Donc, moi, j'accueille ça avec joie parce que le Real se devait d'avoir une équipe féminine. Après, par rapport à l'année dernière, il y a des joueuses qui sont arrivées, qui sont notamment reparties là. Il y a 8 joueuses et le coach qui sont partis, donc il va y avoir des nouvelles arrivées au fur et à mesure de ce mois de juillet. Donc après, faut pas non plus s'attendre à recruter des grandes joueuses. Il y a peut-être mais comment? Dans féminin, c'est quand même des noms. Oui, non, mais je veux dire, il ne faut pas s'attendre. Beaucoup ont mentionné dans les commentaires l'arrivée de Wendy Renard, notamment les grandes joueuses françaises, mais le Real Madrid, il l'a dit dans sa philosophie, il attirera les meilleures joueuses espagnoles dans un premier temps. Donc là, il y a plusieurs noms qui sont sortis. Le Real va s'appuyer sur Kosovare Asllani et Sofia Jacobson, et notamment Thaisa Moreno qui sont arrivés l'été dernier au CD Tacón. Et il va construire petit à petit son équipe. Ça va prendre du temps avant de pouvoir lutter pour les premières places, mais il va falloir être patient. Et oui, une patience qu'il faudra avoir et justement cette équipe féminine qui jouera dans le stade Alfredo Di Stefano qui est aussi notre stade aujourd'hui en attendant de récupérer le Bernabéu en début de saison prochaine qui sera un Bernabéu qui sera en travaux. Yohan, là je vais avoir ton avis, on va voir quelle estime tu portes pour le football féminin et ne fais pas d'hypocrisie, je ne veux pas de langue de bois ici. Les salauds. Ah ben voilà. Maintenant, dis la vérité maintenant sur ta. À vrai dire, après voilà, ça n'a rien à voir justement avec une idée machiste ou quoi, mais honnêtement, le football féminin, ça ne m'intéresse pas du tout. Je trouve que voilà, après malheureusement, on a été peut-être trop habitué à voir le football masculin d'une certaine manière, etc. Donc à vrai dire, moi le football féminin, ça ne m'intéresse pas du tout, mais je pense que ça peut être une bonne chose de démocratiser le football non seulement en Espagne, mais plus particulièrement au Real Madrid, parce que étant le plus grand club du monde du point de vue du football masculin, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir démocratiser ça en mettant en place une équipe féminine qui peut être compétitive. Et si on peut mettre de temps en temps des petites gifles à Barcelone, pourquoi pas, et puis gagner des Ligues des Champions, même si c'est vrai qu'aujourd'hui il y a les clubs allemands et l'Olympique Lyonnais qui ont un niveau qui est assez monstrueux. Mais voilà, je pense que ça peut être une bonne chose, mais à vrai dire, je ne serais pas à l'affût de l'actualité du football féminin du Real Madrid, quoi.
Ah d'accord, oui, de la même façon dont tu ne seras pas forcément à l'affût du Real Madrid basket, hein, mais quand même, on a un club alors là, ambitieux. certainement. Ah mais moi effectivement, moi je suis vraiment très attaché à ça. Par exemple, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié que le fait que, je me rappelle sur la Liga qu'on a gagnée en 2007, que ça coïncide aussi avec la 30e Liga Ouais, je me souviens. qu'on gagne au basket, Ouais. et aussi des performances que l'on fait. Donc ce sera intéressant de voir aussi cette équipe féminine. Et ça montre aussi que voilà, on a envie de concurrencer un petit peu Barcelone sur cet aspect-là, qui commence à avoir la mainmise sur le football féminin espagnol, et qu'il faut leur montrer que même là aussi, on sera meilleur qu'eux. C'est ça. Il faudra être patient. Hein. Oui, il faudrait être patient, effectivement, puisqu'on... Pour le coup, on fera pas de podcast à ce niveau-là, parce que sinon, moi, je vais les détruire. Hein, si on est... Parce qu'on a vu l'année dernière, enfin, on a vu cette saison, les gifles que sont pris CD Tacon contre le Barça. Exactement, et sur le terrain d'entraînement du Real Madrid, tout à fait. Ouais, carrément. Ah oui, non, mais voilà, on parle de score quand même. Il y a eu des 9-1, hein, des 9-1 sur un match, pas sur deux, tu vois. Après, c'est le championnat. Après, c'est le football féminin. Les scores sont souvent larges entre les équipes. Il y a des disparités de niveau. Mais oui, là, clairement, il y avait encore des joueuses de deuxième division qui étaient dans l'équipe du Real Madrid. En plus, des nouvelles recrues. Donc forcément, en plus, le Real, c'est un club récent comparé à Barça, qui a une équipe depuis 70, je crois. 1970. Mais disons-nous que là, c'est les scores qu'a compris Tacon, ce sont les scores de Tacon. Voilà, le Real Madrid existe depuis le 1er juillet 2020. Voilà, maintenant, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, et on va voir tranquillement sur la saison prochaine ce que ça va donner. Mais en tout cas, on va se retrouver pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Esprit Madridista, avec justement une actualité qui sera toujours chargée, avec des matchs qui vont s'enchaîner. On ne sait plus où donner de la tête, et peut-être avec un Real champion. Donc d'ici là, portez-vous bien, et surtout, à la Madrid. À la Madrid.